Bienvenue sur Trouver sa voie. Je suis Alban Mas et j'accompagne les particuliers et les entreprises dans leur gestion de carrière. Ce qui me passionne avant tout, ce sont les parcours atypiques. Je suis convaincu que faire les bons choix professionnels, c'est quelque chose qui peut s'apprendre. La mission de ce podcast, c'est de moderniser la gestion de carrière, avec des invités et des conseils qui sortent un peu des sentiers battus. Je vous souhaite une très bonne écoute. Nous voici en direct. Bienvenue Aurélien, bienvenue Jacques, au micro de Trouver sa voie. Bonjour Alban. Bonjour Alban, bonjour Aurélien. Ici, on va parler de l'état de flow. Aurélien et Jacques vont nous partager leur expertise sur cet état. Pourquoi j'ai voulu donner le micro à, au final, l'entreprise Ressources et Changements par la voix de Aurélien et de Jacques, c'est que le sujet de flow, comme je le mettais dans le post, c'est un sujet qui me parle depuis des années. On a beaucoup lu de choses là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui ont écrit des choses là-dessus. On a un peu une image de cet état comme quelque chose de très positif, où on voit pas le temps passer, on est au max de nos compétences. Mais tout ça, c'est un peu flou, c'est un peu nébuleux. Et surtout, c'est assez peu actionnable et activable. Et quand j'ai découvert Ressources et Changements, je suis tombé sur une boîte dont la mission est simple, c'est aider les personnes et les groupes à passer des étapes de vie, à gérer des transformations. Et un de leurs outils, c'est le bilan Intercalia. Et l'objectif du bilan Intercalia, c'est de mesurer ça, l'état de flow. Et donc, j'ai creusé un peu, on a échangé avec Aurélien, et j'ai vu qu'il avait vraiment des réponses précises. Après, il va présenter Jacques qui avait encore plus de réponses, encore plus précises. Et donc, voilà mon intro. C'était simplement pour vous présenter Aurélien et Jacques qui vont nous apporter de la rigueur, de la pertinence et de la précision, et du fun aussi, j'espère. Mais sur cette question de l'état de flow. Bienvenue encore, messieurs. Et Aurélien, je te laisserai bien commencer par te présenter toi, si tu veux bien. Eh bien, merci beaucoup Alban. Tu mets un peu la pression en même temps. On va effectivement essayer de vous rendre les choses le plus accessibles possible et que ça soit à la fois parlant et relativement ludique aussi. Ce n'est pas une approche rébarbative, loin de là, donc on va essayer de la rendre la plus parlante et la plus dynamique possible pour tout le monde. Donc vous dire que je suis le président de Groupe Ressources et Changements. J'ai été le directeur commercial pendant à peu près 10 ans. Et Jacques Moreau, si présent, qui est le président fondateur, a transmis l'entreprise en janvier 2023. Notre entreprise Ressources et Changements, elle est surtout donc issue de plus de 40 ans de travaux autour de l'aide à nos clients, aussi bien les groupes que les personnes qui travaillent dedans, pour passer des étapes de vie ensemble. On les aide à passer des transformations liées à leurs étapes de structuration, du management, de l'organisation du travail, liées à des fusions-acquisitions, des transmissions d'entreprises, des refondations d'activités, que ce soit en création, en suppression, ouverture d'établissement, fermeture, tension dans les équipes, optimisation du fonctionnement, de la prise de décision. Renforcement aussi des pratiques managériales, structuration de la fonction RH, enquête interne et administrative, prévention des RPS, tout un ensemble d'éléments en fait qui sont autour du champ de l'humain dans l'entreprise, les associations, les organisations publiques, parapubliques. Et notre raison d'être, pour le redire, c'est vraiment d'accompagner les groupes et les personnes qui sont dedans à passer des étapes de vie. Et c'est pour ça aussi que l'on travaille autour du flow et entre autres d'un bilan qui est calibré autour du flow sur Intercalia, de manière à mesurer l'adéquation entre les besoins d'un poste, les envies d'une personne qui l'occupe et les compétences dont elle dispose. Et on va avoir l'occasion effectivement, pendant cette heure qui vient, de vous décrire comment on s'y prend et ce que ça amène. Et je vais donc passer la parole à Jacques pour aller présenter un peu plus en détail ce qu'on fait avec Intercalia, la raison d'être tout autant que la manière de s'y prendre. Donc Jacques, je t'en prie. Et puis, merci beaucoup Alban. Et puis qu'est-ce que c'est aussi, attends, Jacques, commençons, on a quand même un peu le temps, même si on a plein de choses à se partager. Je veux bien une petite présentation, ce serait sympa pour nos auditeurs. En 2 mots, ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui. Oui. Avec plaisir. Écoute, moi, je suis issu d'une triple formation, de triple racine. D'abord, une racine, je veux dire, rationnelle, d'ingénieur, qui aime bien les choses rationnelles, carrées, qu'on comprend bien.
Et pour ça, j'ai une racine auvergnate et je comprends bien les choses matérielles. Voilà. Une deuxième racine qui est une racine de psy. Euh, j'ai mal tourné à un moment de ma vie professionnelle, je suis devenu psy. Et puis une troisième racine, là encore, j'ai encore plus mal tourné. Je me suis intéressé et je me suis formé beaucoup à la sociologie et à l'anthropologie. Et au fond, ces trois racines qui ont coloré tout le temps ma pratique, c'est ces racines-là qui ont, voilà, qui m'ont amené à peut-être réfléchir d'une façon un peu plus globale. Voilà, de voir que si quelqu'un, par exemple, ne fait pas bien son boulot dans son travail, ben c'est pas forcément parce que les conditions de travail sont mauvaises ou parce que lui il a un vrai problème. Ça peut être plusieurs choses en même temps et souvent on peut jouer sur plusieurs leviers. Voilà. Donc ça c'est pour me présenter. Et donc du coup, une chose qui pour moi est importante, c'est d'accompagner les gens dans les entreprises. Et ce qu'on voit dans la vie professionnelle, c'est que nous avons des tâches qu'on aime bien faire, qui sont motivantes pour nous. Et ça, c'est vraiment super. Hein. Je te voyais tout à l'heure, Alban, en préparant comment t'es à l'aise. On sent de faire ça, ça te plaît. Tu vois, t'es motivé à faire Ah, ça, c'est ça enlève pas le agréable. stress, hein. Ça n'enlève pas le stress, bien sûr que non. Mais n'empêche que on voit bien quand quelqu'un, ça lui plaît, quoi. T'as l'œil qui frise, t'as le sourire. Enfin, tu vois, tu le fais bien. C'est vraiment super. Et puis, on a aussi tous des tâches qui nous motivent moins, c'est-à-dire même qui peuvent carrément nous ennuyer ou même nous pomper notre énergie. Par exemple, moi, il suffit de me parler des normes de Calliope ou de je ne sais pas quoi pour que ça m'énerve, quoi, parce que voilà, c'est pas mon truc, quoi. De contrôler les trucs, c'est pas j'aime pas ça, quoi. Voilà. Alors, quand il y a un bon équilibre pour la personne, ben, ça va. Il n'y a pas de problème. Mais s'il y a un déséquilibre, eh bien, ça va affecter la performance technique de la personne et probablement elle sera pas très efficace dans sa mission. Et c'est ça que j'aime bien aller rechercher, comprendre pourquoi ça fonctionne comme ça. Et si on regarde un peu sur ce qui se passe aujourd'hui dans notre environnement professionnel, on voit bien que les entreprises, elles ont des défis de recrutement. On voit bien qu'elles ont du mal à recruter. Et c'est quelque chose qui est vraiment dans tous les secteurs d'activité ou quasiment dans tous les secteurs d'activité. On voit qu'on recrute, mais c'est difficile. Par exemple, il y a des recrutements, mais les gens repartent très vite. Enfin, on voit plein de choses de cette nature-là qui nous emmènent justement à comprendre que les entreprises, elles recherchent des collaborateurs pour assurer leur performance, mais elles cherchent à ce qu'ils soient motivés, évidemment. Et les personnes, elles cherchent des missions intéressantes, en tous les cas de leur point de vue. Et les deux ont parfois du mal à se trouver. Voilà. Je voudrais prendre un exemple. Je travaille pour une collectivité territoriale en France, bon, peu importe. C'est pas dans la région, je peux en parler de loin. Et cette collectivité territoriale, ils font faire des bilans interqualia pour leur cadre qu'ils perçoivent en difficulté. Et je me suis aperçu, par exemple, que les collectivités territoriales, dont celle dont je parle, c'est 8000 personnes. Et ces 8000 personnes, il faut que les postes soient tenus pour que les tâches soient faites. Hein, puisque ça s'adresse aussi bien aux personnes, aux familles, aux entreprises, mais c'est la régulation de l'eau, enfin de tout ça. Donc c'est très compliqué. Et il faut que quelqu'un assume la tâche. Donc ils ont tendance à recruter des gens pour que la tâche soit assumée. Mais simplement au bout de 6 mois, d'un an, etc., ils s'aperçoivent que les gens, sont complètement en dehors de leur efficacité propre et en fait sont en train de rechercher un travail ailleurs. Ce qui fait qu'il y a un turnover extrêmement important dans cette collectivité territoriale. Et donc ça, c'est quand même quelque chose qu'on va prendre en compte avec le bilan interqualial, les histoires de flow, parce que souvent, par exemple, si je prends le recrutement, on recrute quelqu'un comment? On le recrute sur ce qu'il a fait dans le passé. Sur ce qu'il a fait dans le passé, c'est d'ailleurs tout à fait normal. On cherche
sais pas quoi, un gestionnaire, on va dire, est-ce qu'il a déjà géré dans sa vie? Tu peux vie? pas trop forcément connaître son potentiel en regardant son CV. Ben oui, mais justement, c'est-à-dire les motivations, ce qui fait marcher la personne, eh ben ça change dans la vie. Il y a des moments, par exemple, moi j'ai commencé par faire une école où je faisais beaucoup de gestion et de comptabilité. Heureusement, j'ai pas été plus loin parce que la gestion et la comptabilité et moi, ben on n'est pas très copains. Mais en tous les cas, mon point de vue a changé. C'est plus ça qui m'intéresse. Et c'est ça que l'on peut se dire. En fait, euh, ça nous amène à distinguer la motivation au travail. Je La question de la rebondis. motivation au travail. Oui, Je vas-y. rebondis sur ton point parce que c'est quelque chose que je vois vraiment des auditeurs qui m'écrivent ou des clients que j'accompagne en bilan de compétences ou autres qui me disent mon CV ressemble à une liste de tout ce que je veux plus faire en fait. Et en même temps, c'est leur faire valoir. Super. C'est vrai que ça pose une question. Mais c'est pas notre débat d'aujourd'hui. Et Mais on a c'est pas le débat, mais on pourrait y revenir parce que c'est vraiment un point majeur. Oui. On recrute sur le passé alors qu'on a besoin de recruter sur le futur. Et c'est ça qu'on peut faire avec le bilan interqualia. Et c'est ça qui nous ramène au bilan, ouais, en effet. Et peut-être qu'avant d'introduire vraiment l'outil qui est le bilan interqualia, d'où il vient, qui l'a inventé, comment tu l'utilises, comment vous l'utilisez, revenons peut-être sur l'état de flow, parce que au fond, ce concept-là, c'est un peu un mot valise, on met tout dedans. Vraiment, en tout cas, je mets un peu tout dedans. Je suis bien content de l'employer à tout va, et sans savoir de quoi je parle. Et donc, au fond, c'est quoi ce truc? Ça sort d'où? Super. Tu vois, ça nous amène à parler de la motivation. C'est ce que nous commencions à dire. Dans la motivation des gens au travail, une des premières motivations, par exemple, c'est d'assurer sa sécurité, c'est de pouvoir amener à manger à sa famille, payer sa maison, enfin bref. Maslow, quoi. Les premiers voilà, étages. des choses, voilà, de base. Tu vois, si je dis à quelqu'un, écoute, on va te donner $1 million pour faire ceci ou cela, à condition que ça soit à peu près OK, eh bien, la personne va le faire, quoi. Sauf que quand le $1 million il sera donné, la motivation, elle tombe. Et donc, en réalité, c'est une motivation qui est extérieure à la personne. Le flow, il va faire référence à une automotivation. L'automotivation, c'est ce qui nous motive de l'intérieur. C'est ce pourquoi, en fait, j'ai même pas besoin de faire d'efforts. En fait, l'automotivation, je vais prendre un exemple. Travailler sur une plateforme pétrolière. Bon, la plupart d'entre nous, ça nous viendrait même pas à l'idée. Donc, parce que c'est un environnement de travail extrêmement contraignant. Ouais. Mais sur une plateforme pétrolière, il y a des gens qui sont ravis de travailler là. Et ils peuvent serrer des boulons, enfin faire, je sais pas quoi, de la chimie, ou même faire la cuisine, mais ça leur convient, en réalité. Parce que l'environnement leur convient, ou la tâche leur convient. Eh bien, le flow. Travail, ouais, ok. Oui, vas-y. Non, j'aime bien ta façon de séparer ce qu'on fait, enfin, le travail du mode de travail. C'est deux paramètres importants. Parfois, c'est le mode de travail qui nous dégoûte et remet en question le travail. Exactement. Ouais. Parce que ça va être, justement, le bilan interqualia va nous montrer ça. Parce que quelquefois, quand ça va pas bien, eh bien, il faut distinguer l'environnement de travail. Est-ce qu'il est adapté pour moi? Et il faut distinguer ce qui me concerne moi. C'est-à-dire ce qui, chez moi, fait que, eh ben, je suis plus adapté à ça ou c'est plus mon sens du travail. Alors, le flow, ça part sur l'idée qu'à chaque fois que nous faisons quelque chose, une tâche, quelle qu'elle soit, un travail, une tâche, alors on éprouve en même temps un état émotionnel. Par exemple, si je vous dis, écoutez, les gars, on va se voir tout à l'heure, on va aller faire un petit footing, on va faire à peu près 10 bornes à 10 km/h. Voilà, on va essayer de tenir le truc à 10 km/h. Qu'est-ce que vous éprouvez à l'idée de le faire? Ouais. Personnellement, rien de très très bon. Hein. La course à pied, moi, ça fait 2. Le sport, j'aime bien, mais ça un peu moins. Voilà. 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 Donc, sans me dire insécurité, pas par contre une notion de flow derrière ça. Voilà, il n'y a pas de flow. En tous les cas, tu dis, ça me convient, pas très agréable pour moi. Quoi. Et toi, Alban? Écoute, c'est de la peur, la première émotion. Super. Pourtant, c'est 10 bornes, hein, mais bon. Et maintenant, je vous dis, écoutez, dimanche, il faut organiser une fête familiale. Il faut que tous les membres de la famille soient contents, se rejoignent, etc.
Et là, qu'est-ce que vous éprouvez? Je peux commencer. Oui, moi, il y a pas trop de soucis là-dessus. Ça, c'est Voilà, déjà beaucoup plus dans ma zone de confort, je vais le dire comme ça, mais aussi d'envie, très clairement. voilà, voilà. Et puis ça peut se C'est-à-dire qu'on rejoindre, comme voit tu viens de bien, le dire. voilà, exactement. On voit bien, bon, on pourrait continuer comme ça, mais c'est juste pour montrer que l'activité, à chaque fois qu'il y a une activité, il y a un élément qu'on appelle un état émotionnel qui est associé. Et cet état émotionnel, évidemment, ça peut être, soit je maîtrise les choses, bon, ça va, quoi, je maîtrise. Ça peut être, ouais, c'est relax pour moi, hein. Moi, 10 kilomètres heure pendant 10 kilomètres, cool pour moi. C'est pas vrai, hein, mais cool pour Ah moi. ouais. Voilà. Ça peut être, ça m'ennuie. Par exemple, à chaque fois que moi j'ai de la comptabilité à faire, ça m'ennuie vraiment. Voilà. Ça peut être même jusqu'à de l'apathie. Mais on peut éprouver de l'apathie. On reste devant son truc, on essaye de faire autre chose, mais ça marche pas. Ça peut être de l'inquiétude ou même de l'anxiété. Ou ça peut être, par exemple, waouh, c'est excitant, quoi. Voilà. Et puis, ça peut être le flow. Le flow, alors, qu'est-ce que c'est que le flow? C'est donc un état émotionnel associé à une activité qui fait que, puisqu'on est dans une zone de compétence que nous avons et qu'on est au bon niveau pour nous, au bon niveau de défi, au bon niveau de challenge, alors, ça coule tout seul. Flow, vous savez, ça, c'est l'impression que ça coule. C'est tranquille. Je fais les choses et je les fais tranquillement et je réussis à ma mesure. Si je suis en flow, par exemple, je joue au tennis, si je joue contre, je sais plus quel, Nadal, bon, ça va m'exciter au début, mais évidemment, au bout de 2 balles, j'ai bien compris que je vais pas pouvoir y aller, quoi. Donc ça, Donc, je vais m'ennuyer. donc tu amènes une dimension de niveau, de difficulté. Oui, T'as le exactement. mode, la tâche, le mode d'exécution de la tâche et le niveau auquel on Le exécute niveau, cette tâche. OK. exactement, bravo Alban. C'est-à-dire, il faut qu'on soit au bon niveau de défi. Si je joue au tennis, je dois jouer contre quelqu'un, tu sais, par exemple contre toi, Alban, parce que je vais me dire, ouais, Alban et moi, on se tire la bourre. Un coup, c'est lui qui gagne, un coup, c'est moi. Mais tu vois, c'est au bon niveau pour nous deux. Mais OK. avec Nadal, ça va pas être le bon niveau, ni pour toi, ni pour moi. Pourtant, c'est bien Enfin, la même, j'espère. ouais, ouais. Et pourtant, c'est bien la Voilà, même tâche avec les mêmes actions en face, quoi. exactement, OK. exactement. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est-à-dire que on va pouvoir être fin sur la manière de faire. Alors, en fait, d'où ça vient cette idée de flow? Parce que ça vient pas de nulle part. En fait, beaucoup d'études ont été menées par plein de gens. Je vais juste en citer un, qui est un psychologue hongrois qui a vécu aux États-Unis, qui est décédé récemment d'ailleurs aux États-Unis, et qui s'appelait Mihai Csikszentmihalyi. Si vous arrivez à l'écrire, vous avez gagné un coaching. C'est c'est impossible, c'est hongrois que c'est facile, mais c'est pas facile du tout. Donc cet homme, en fait, je dirais, il a fait des recherches, notamment après la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, la Seconde Guerre mondiale, comme toutes les guerres d'ailleurs, c'est un moment où les espoirs sont ruinés, où les maisons sont détruites, où les familles sont éclatées, et en fait, les gens se posent la question, mais qu'est-ce qui fait que la vie vaut le coup d'être vécue? Quand on a vécu tout ça, qu'est-ce qui reste encore vivant? Et en fait, petit à petit, dans ce moment-là, est apparue l'idée de qu'est-ce qui pourrait encore nous rendre heureux? Et cette notion de bonheur, elle vient de là. Après la Première Guerre mondiale, alors évidemment, vous vous en souvenez pas, mais moi non plus, mais après la Première Guerre mondiale, les gens s'étourdissaient. On appelait ça les années folles. Les gens, ils sortaient, ils faisaient la fête, ils buvaient. Voilà, T'as un effet c'était chouette. rattrapage, quoi. Ouais. Voilà, c'est une espèce de rattrapage de plaisir. Mais après la Seconde Guerre mondiale, c'était beaucoup plus quelque chose autour de, eh bien, est-ce qu'on peut être heureux? Est-ce qu'il y a des raisons pour lesquelles on pourrait vraiment, la vie vaut le coup d'être vécue? Et même certains psys allaient jusqu'à dire, est-ce qu'il y a des bonnes raisons pour pas se suicider?
Et, et en fait, Csikszentmihalyi, il a travaillé dans ce sens-là et il a fait des études. Alors, il a fait notamment une grande étude avec des gens extrêmement différents partout dans le monde pour voir où est-ce qu'ils éprouvaient ce moment de ça vaut le coup, quoi. Et en fait, il a fait ça avec, au début, avec des musiciens, des artistes. Et il parle notamment d'un musicien qui dit, quand je suis dans cet état-là, en fait, il dit, ça coule tout seul. Ma composition, elle coule. Ma musique, elle coule. Et c'était très intéressant parce que du coup, ça mettait en évidence, alors, quelque chose qu'il a appelé, qu'ils ont appelé après, un état extatique. Vous savez, l'état extatique, c'est, alors, on va le dire, c'est un peu romantique, hein, C'est on l'extase, est quoi. transporté, oui, c'est Ouais. l'extase. C'est ça. Mais en fait, vous savez, c'est l'état que l'on a si on va voir, par exemple, un concert de musique et qu'on aime beaucoup les musiciens qui jouent, ou une pièce de théâtre, ou un film, et collectivement, on vit quelque chose d'extatique. Par exemple, moi, quand je vois Toulouse battre Bordeaux, eh bien, c'est extatique pour moi. Pardon, j'espère que je vais pas choquer trop de gens de Bordeaux, mais voilà, je vois un match de rugby, c'est extatique. C'est-à-dire, je partage le plaisir, l'égrégore du stade, quoi. Et j'ai trouvé ça absolument fantastique, cette idée d'extatique. En grec, extase, extatique, ça veut dire être à côté, un peu comme être à côté de la vie normale. Et ce que nous fait remarquer Csikszentmihalyi, c'est que ce que nous savons des civilisations anciennes, c'est leur moment extatique. Là, ils disent on sait pas trop ce qu'ils mangeaient, comment ils mangeaient, à quelle heure ils mangeaient, mais ce qu'on sait, c'est on connaît leur temple, on connaît leur stade, on connaît leur musée. Tout ça, on connaît. En fait, c'est les moments extatiques. C'est où est-ce que les peuples allaient vivre l'extase en groupe. Et c'est Et très si on, intéressant aujourd'hui. Oui, c'est, vas-y. ouais, non, Euh, c'est une entrée en matière qui est super parce qu'elle donne le fond et l'histoire. Et si on revient sur du pragmatique, tu m'avais parlé, si mes souvenirs sont bons, de clés ou de critères Oui, qui aujourd'hui nous permettent de mesurer ça. Je me mets dans les pompes des personnes qui nous écoutent et qui disent, OK, donc, OK, je vois le truc, je vois le genre d'état. Ça m'intéresse, moi, de pouvoir toucher vers ça, ouais. avancer vers ça. Si on se replace dans le contexte d'aujourd'hui, une fois que la recherche a fait son job, une fois que il y a eu des études, il y a eu de l'empirique, etc. Aujourd'hui, on en est où alors? En 2024, Alors, on parle de flow. déjà, Ouais. j'ai encore un petit point à ajouter. Le flow, c'est un état qui est passager. C'est-à-dire, on ne vit pas en flow tout le OK. temps. C'est un état qui est bénéfique. C'est un état, et ça répondra à une de tes questions du début, qui est reproductible. Et on peut le reproduire de façon importante. Par exemple, je vais continuer sur mes trucs là. Ça a été beaucoup développé dans le sport. Parce que quelquefois, les sportifs, ils disaient, j'ai fait une performance et je sais pas ce qui se passait, c'était un moment magique. Ouais. Et tout d'un coup, c'était magique, je faisais quelque chose. Et ce que voulaient les sportifs, c'était reproduire ça, bien sûr. Voilà. Et donc, c'est reproductible et c'est accessible à tout le monde et en toutes circonstances. Donc, OK. c'est important de le dire. Ah ouais, Et carrément. alors, qu'est-ce qui se passe quand on est en flow? Quand on est en flow, c'est à peu près ça. D'abord, le premier truc, c'est on est concentré. Et on est sur ce qu'il y a à faire. On pense pas à autre chose. On pense pas qu'on va gagner, qu'on va perdre. On est dedans. Ça se rapproche un peu de la pleine conscience ou on n'est pas sur les mêmes concepts? On pourrait, alors, c'est pas les Ouais, mêmes tout à fait. concepts, c'est pas la même lexicologie, mais c'est bien la même idée. C'est-à-dire, OK. on est totalement investi dans l'ici et dans le maintenant. On est là. Tu vois, tu imagines un sauteur en hauteur, tu vois, il s'apprête à sauter, il n'entend plus rien autour de lui. Il est dans son truc et il va faire ça. Par Le contre, deuxième critère, Jacques, pardon, juste pour oui, compléter, c'est pas oui, je t'en exactement, prie. on va dire, le mécanisme de la pleine conscience dans le sens où ça se passe de fait. La personne va rentrer directement, pour prendre quelques exemples,
c'est le peintre qui va passer des heures sur sa peinture, on va dire du matin jusqu'au soir, à se rendre compte Oui, qu'il a démarré, le soleil était pas trop levé, et qu'en fait là ça y est, il y a plus le soleil du tout. Et il s'est pas rendu compte globalement, il a pas mangé, éventuellement il est même pas allé, Ouais. on va dire, assouvir ses besoins naturels, et donc tout s'est passé sans s'en rendre compte. C'est Michael Jordan qui tirait la langue en continu. Plus le match était en jeu et plus il pouvait tirer la langue sans s'en rendre compte, parce que ça faisait partie de ses éléments de concentration dans lequel il rentrait. Et c'était même pas une routine à ce niveau-là. Pas comme le oui. tennisman qui va servir et qui reproduit les mêmes mouvements. Non, non, là c'était vraiment son état de flow, concentration maximale. Et c'est ça qu'on a derrière comme mécanisme. Pardon Ok. Jacques, hein, c'était juste pour Ouais, illustrer. Non, non, mais intéressant. c'est très bien. C'est très, très bien. C'est tout à fait ça. C'est un des critères. Un des critères que je suis en flow, c'est que je ne vois pas le temps passer. C'est-à-dire le temporel. Le premier, c'est donc on est concentré. Le deuxième que tu viens de rappeler, Aurélien, qui est tout à fait ça, on voit pas le temps passer. Le troisième, c'est une impression de clarté. On sait exactement ce qu'il faut faire. Quand Hmm. on est en flow, on sait ce qu'il faut faire. Voilà. Après, il y a deux autres critères. Attends, j'attrape la balle au vol sur ce troisième critère. Oui, vas-y, vas-y. Celui-ci, je le trouve très parlant. T'as aucun animal qui ne sait pas ce qu'il doit faire quand il se lève le matin. Ouais, Ils ont l'instinct. Nous, on l'a ouais, jamais vu parce qu'on a une adaptation à l'extrême, on peut tout faire. Du coup, on fait un peu de ouais, tout. Et on sait plus trop dire pourquoi on est calibré. Quand tu te lèves le matin, tu ouais, fais ce que tu veux et du coup, c'est pas toujours très clair. Ça me parle assez, cet élément. Ça nous ramène à quelque chose de très animal, au fond. Bah, moi, je suis fait pour ça, absolument. quoi. Ouais. Ouais. Et puis, tu vois, cette idée, je sais ce que je dois faire. Quand on est en flow, on sait ce qu'on doit faire, vraiment. C'est-à-dire que, tu vois, on se pose pas de questions, on sait ce qu'on doit faire. Et on va Ah, c'est voir bien, que c'est ce que tu dis vas-y, Jacques, hein. C'est en plus c'est inconscient ce qui se passe là-dessus, c'est-à-dire que on sait ce qu'on doit faire, mais c'est comme dans le mode animal, je vais dire reptilien. Ça se passe vraiment, et là c'est pas qu'une question de cerveau reptilien, on va dire, qui s'enclenche. C'est tout qui s'enclenche, mais plutôt de manière inconsciente. Tout se met en perspective naturellement. Je peux le dire comme ça, de manière fluide. Et je reviens à ma question de pleine conscience. La pleine conscience, on la déclenche consciemment. C'est pas le cas là-dessus. Et les réponses arrivent de manière fluide, même sans qu'on les cherche. C'est on les Hmm. met en œuvre. c'est juste. Et donc, du coup, voilà. Quatrième critère, eh bien, on se sent appartenir à quelque chose de plus grand que soi. Ce qui est la définition d'une expérience spirituelle. Par exemple, Einstein, quand il faisait ses équations là, de la relativité, il pouvait pas s'empêcher de se poser une question beaucoup plus large encore. Voilà. Et puis en fait, quand tout ça est réuni, ce que l'on fait prend de la valeur en soi-même. Et la tâche que je fais, même si c'est une tâche simple, quelque chose qui n'a pas un grand prestige, ça a de la valeur en soi. Vous savez, c'est l'image que j'ai, moi, c'est d'un menuisier qui passe son rabot, et le fait de bien lisser sa planche, en soi, ça a de la valeur. Ou vous savez, ces Japonais là qui font des bouquets, Ouais. et c'est exactement ça. Voilà. Csikszentmihalyi, il définissait le flow comme ça. Je vais vous lire ce qu'il disait. Il disait c'est un état émotionnel qu'on peut décrire ainsi. Les personnes sont tellement impliquées dans une activité que plus rien d'autre ne semble compter. L'expérience en soi est si plaisante que les gens le font malgré de grands efforts, simplement pour le plaisir de le faire. Donc voilà pour ce que disait Csikszentmihalyi. Et le, la grosse bascule, c'est qu'à un moment donné, on croyait que c'était seulement les sportifs de haut niveau, ou les moines, etc., ou les musiciens, ou les artistes. Mais en fait, on s'est aperçu que c'est vrai pour tout le monde. C'est-à-dire, chacun d'entre nous, évidemment de façon relative, nous pouvons éprouver du flow dans notre activité. Quand on éprouve du flow dans notre activité, on est performant au niveau où on peut être performant et on remplit notre mission au mieux. Plus on est dans le flow et plus on peut faire ça.
Ouais, c'est une bonne transition après avoir défini cet état, au fond, quel est l'enjeu? Quelles sont les conséquences? Quand t'es comme ça, j'imagine évidemment de la performance. Euh, Oui. J'imagine aussi au fond une fatigue peut-être qui est plus physique que mentale parce que enfin Alors, pourquoi bon, quelles sont les ce conséquences? qui est fantastique avec le flow, c'est que le flow, évidemment, si tu bosses, tu es fatigué. Non, mais tu es normalement fatigué. Ouais. Alors que si, par exemple, je fais quelque chose qui est au-delà de ma compétence, j'ai pas le niveau, je vais être donc au fond de moi, l'état émotionnel, c'est l'inquiétude. Et donc, les gens qui sont beaucoup dans l'inquiétude, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils tirent un peu plus sur la corde. C'est-à-dire, ils vont puiser dans leurs réserves. Et à ce moment-là, on peut reconnaître ça. C'est quand on rentre chez soi le soir, on est crevé. Ouais. C'est-à-dire, on n'est pas juste fatigué, on est crevé. Et vous voyez, cette espèce de choses qui arrive quand on travaille au-delà de ce qu'on peut faire, on n'est pas suffisamment compétent ou les conditions extérieures ne sont pas celles dans lesquelles nous, on peut fonctionner. Eh bien, petit à petit, si ça continue comme ça, eh bien, on va au burn-out. Et le burn-out, le bilan Interqualia, il a été validé par le laboratoire de psychologie de Lausanne pour être prédictif du burn-out. C'est-à-dire, on voit quelqu'un qui est là et vous êtes sûr que il va en burn-out ou il est en train de rentrer dans le burn-out. Alors ça présente alors un intérêt. Un intérêt, c'est de prévenir le burn-out parce que quand on voit que quelqu'un va là-dedans, bon, la responsabilité de l'employeur, donc c'est bien, c'est de faire en sorte que ça se passe pas, mais la responsabilité individuelle aussi. Enfin, notre responsabilité d'homme, de personne, de professionnels, c'est de faire en sorte que on va pas là-dedans, quoi. Hmm. Et tellement de gens vont là-dedans parce qu'ils tirent trop sur la corde. À l'inverse, si j'ai un job avec des activités où je m'ennuie beaucoup, eh bien, on va finir par faire ce qu'on appelle un bore-out. Un bore-out, c'est je m'emmerde dans ma vie, quoi. Ouais, c'est ça, je me rase, quoi. Ouais, ça va pas, quoi, pour moi. Et là encore, on a tout intérêt à revenir dans des activités qui nous mettent en flot. Parce que, évidemment, quand on est en flot, la chose la plus fantastique, c'est que nous n'avons aucun effort à faire. Parce que, comme c'est quelque chose qui nous est naturel, il n'y a pas d'effort à faire. Mais par exemple, si je dis à Aurélien, par exemple, pour lui la course à pied c'est pas terrible, je lui dis Aurélien, il faut que tu t'améliores à la course à pied. Alors on va dire bon bah on va s'entraîner tous les jours, etc. Le troisième jour il va râler, le quatrième jour il sera en retard, le cinquième jour il va m'envoyer paître parce qu'en fait ça l'intéresse pas parce que ça lui demande trop d'efforts. Alors que si je dis à Aurélien, tiens, on va voir un match de rugby, enfin, je plaisante, hein, on aime bien le rugby tous les deux. Si je dis on va voir un match de rugby, ou si je lui dis, je sais pas quoi, il faut faire quelque chose qui le met en flot, évidemment, il va le faire. Et il va le faire sans effort. C'est-à-dire que le gros intérêt, à la fois pour les salariés, à la fois pour les employeurs, je dirais, d'accompagner des gens ou de se mettre en flot, c'est que les gens et le système en bénéficient vraiment. C'est ça le Ah, gros intérêt. Si je reste dans l'exemple, Alban, juste pour illustrer ce que disait Jacques, et je vais rester sur l'exemple de Jacques lui-même, quand Jacques travaille sur des aspects de comptabilité, c'est pas son flow. Bon, évidemment, quand il était le président de la structure, il n'y avait pas le choix, il fallait le faire. Donc, il se force. Ça a du sens pour lui, donc il le fait. Par contre, ça lui coûte. Donc, ça veut dire qu'on met en place tout un système dans ces cas-là de délégation de tâches, tout simplement, pour faire que la personne assume sa responsabilité, prenne les décisions, mais que le gros de l'exécution de la tâche, il est fait par d'autres. Et par contre, là où Jacques est très puissant, et je pense que tout le monde peut facilement le reconnaître autour du podcast, c'est justement sur la transmission de son savoir et de son savoir-faire. Et là, il peut y passer des heures. On pourrait durer au niveau du podcast jusqu'à sans problème ce soir, et 23 il heures raconterait facile. toujours des choses pour étayer, et ça Ouais. apporterait toujours vraiment du contenu pendant ces 4-5 heures. Ben oui, mais parce qu'il est dans son flow. À la fin, il va être dans un état où il va avoir ce qu'on peut appeler une bonne fatigue, physique, même mentale, parce qu'il va avoir beaucoup donné.
Par contre, une bonne nuit réparatrice, et il n'y a plus rien le lendemain. Si ce n'est un grand sourire, d'avoir passé une très bonne journée. Et même si à l'intérieur, il y a eu des questions sur lesquelles c'est aller le chercher, il y avait des choses qui étaient un peu moins agréables peut-être dans l'échange qu'on pourrait avoir sur 5 heures tous ensemble. Ça va avoir du sens même ces moments-là, et il va pouvoir remettre ces moments un peu plus en effort, voire en souffrance. Il va les mettre en perspective parce que ça a du sens dans la tâche globale. Comme quand Michael Jordan était obligé de défendre ce qu'il détestait en basket. Ouais. Oui, mais il y avait aucun problème pour le faire. À partir du moment où c'était un match en jeu, la tâche avait du sens et il restait globalement dans son flow. Super. Merci. Merci de parler de moi. Non, mais ce qui va dans le sens aussi d'un autre débat, je veux pas lancer ici, mais juste le mentionner, celui de l'équilibre perso-pro. Tu peux avoir des fois des boulots où tu finis à 16h30 et puis t'es lobotomisé et t'es juste bon à aller te coucher. Et d'autres boulots beaucoup plus challengeants et crevants où en fait, tu rentres chez toi à 22h et avec une relativement faible fatigue. Bon. Alors, Exactement. Une fois qu'on a dit tout ça, et parce que je suis un peu gardien du temps et que ça file, la question que je veux vous poser, elle est simple. C'est concrètement comment on fait pour mettre la main dessus, en fait, pour chacun qui nous écoute, qui peut se dire, ok, je suis sensible à ça, je suis manager, je suis DRH, ou je suis tout simplement salarié ou chef d'entreprise, et pour ma propre vie, j'ai envie de me rapprocher de ce qui me met en flow, ou pour mes équipes, j'ai envie de les aider à se rapprocher de ça. Ma question est un peu double. Déjà, est-ce que vous avez des clés tout court? Et puis, évidemment, le bilan interqualia sert à ça. Donc, il est temps qu'on en parle. Voilà. Ok, super. Donc, oui, faut rester bien concret. En fait, une première façon simple, je dirais, c'est de se poser ou d'aller marcher dans la nature et puis de se dire, tiens, mais au fond, moi, qu'est-ce qui m'automotive? Et quelquefois, on trouve ça très très vite. En tous les cas, on en trouve au moins une ou deux activités qui nous motivent. Ça, c'est la façon de faire la plus simple et qui vraiment permet d'avoir accès directement à ça. Par contre, le fait de passer le bilan interqualia, ça vous mettra en évidence, tout ce qui vous met en flot, toutes les activités qui vous met en flot. Mais ça mettra aussi en évidence toutes les activités que vous pourriez croire qui vous mettent en flot et qui ne vous mettent pas du tout en flot. Toutes celles qui sont pas du tout pour vous, il y a aucun intérêt pour vous, et toutes celles qui, au contraire, peuvent vous équilibrer, alors dans le sens de la vie perso et pro, ou dans le sens simplement d'être en flot. Je dirais que le bilan interqualia, le premier intérêt de ça, c'est d'avoir une mesure objective. Et je dis une mesure objective parce que ces 3 séries de questionnaires qui sont fiabilisés par 2 taux, le taux de cohérence et le taux de nuance, c'est-à-dire que le système, il compare nos réponses à une base de données qui est très importante, une base de données internationale en plus, qui est très importante, et donc quand on a son bilan et qu'il est reconnu fiable, on peut être sûr qu'il est vraiment fiable. Voilà. Okay. Ça, c'est ce qu'on peut mesurer. Voilà, on peut mesurer ça. On peut évidemment comprendre quel est l'état de notre santé émotionnelle aujourd'hui en passant le bilan interqualia. Par exemple, j'ai reçu ce matin un bilan interqualia de quelqu'un à qui je vais le faire passer. La personne, elle est en état de burn-out. Alors, elle le dit, mais elle le dit pas comme ça. Elle dit j'en ai marre, je vais changer de boulot, mais je sais pas quoi faire. Mais en réalité, cette personne aujourd'hui, elle est en état de burn-out. Voilà. Son corps n'a pas encore lâché, simplement, quoi. Voilà, c'est ça. Exactement, c'est exactement ça. C'est aussi de regarder concrètement ce qu'on peut faire. Parce que une fois qu'on a dit ça, vous êtes en burn-out, si je dis ça. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'est-ce qui va te mettre en flot vite. Parce qu'en fait, le bilan interqualia, il présente une boussole émotionnelle qui dit quel est notre état émotionnel global à un moment donné. Et puis, il présente tous les talents, c'est-à-dire les compétences transversales que nous avons, toutes ces compétences transversales, celles qui nous mettent en flot. Je vais en prendre une au hasard. Par exemple, faire preuve de leadership.
faire preuve de leadership ou d'autorité, comme on veut, si on veut le dire en français, c'est valable quel que soit le niveau qu'on met dans une entreprise, qu'on soit le président, qu'on soit le directeur, qu'on soit le chef de service ou qu'on soit l'agent de maîtrise. Faire preuve d'autorité, c'est quelque chose qui est un talent, et on s'aperçoit bien que il y a des gens qui ont ce talent et d'autres ne l'ont pas du tout. Par exemple, si on regarde dans la cour de l'école, on va s'apercevoir qu'il y a des enfants qui ont le talent de fédérer les autres pour venir jouer à leur jeu à eux, et on voit qu'il y a d'autres enfants qui sont en train de papoter sur un banc ou qui sont en train de bouquiner, et eux, le leadership, c'est pas leur talent. Voilà. C'est de repérer quels sont nos propres talents. Et tout le monde a du talent, mais tout le monde n'a pas tous les talents. Et c'est important à la fois de voir ça, de voir quels sont nos talents, et aussi de voir où est-ce que c'est pas la peine d'aller, quoi. Ça ne sert à rien. Alors, justement, je crois, alors c'est bon, on avait un peu perdu Aurélien, mais il est de retour. Ah oui, il vient de revenir. Tu m'avais demandé si on pouvait diffuser quelque chose, ça aurait été bien, Oui. dans le concept de montrer à quoi ressemble le bilan Interqualia. Mais ici, on s'adresse pas mal à des gens qui vont nous écouter sur Spotify, sur Deezer, en replay, en audio uniquement. Donc, le défi que je te propose, c'est d'essayer de nous expliquer à quoi ça ressemble, ouais, sans support, tout simplement. D'accord. Quel est ce livrable, en fait? Quel est l'input? En fait, quel est l'output? Oui. Alors, l'input, c'est on passe un bilan en ligne. Ça prend 30 minutes. Il faut juste être tranquille, quoi. Mais ça prend 30 minutes. Et puis, la restitution, en fait, qu'est-ce qu'on a? On a une boussole émotionnelle. C'est-à-dire, on a une synthèse de notre état émotionnel en ce moment. Donc, c'est une boussole, c'est une photographie à un moment donné. Par exemple, on voit que quelqu'un est très en flow. On voit que quelqu'un est en flow et en excitation. Donc une mesure du flow ou de son opposé, quoi. Voilà, exactement. L'état émotionnel, en fait. L'état émotionnel. Ouais, on voit l'état émotionnel de la personne en ce moment. Mais un an plus tard ou 6 mois plus tard, il aura pu changer. Ouais. Et le deuxième chose qu'on voit, c'est les talents, c'est-à-dire les compétences transversales que la personne a classées entre celles qui sont des talents, donc qui la mettent en flot, celles qui sont des talents en devenir, qui sont là, il faut encore se former un peu, ou il faut encore partager un peu entre pairs pour acquérir de la fluidité, et puis celles qui, franchement, c'est pas notre truc, quoi, ou ça n'a aucun sens. Je pense, par exemple, à, il y a un des talents, c'est utiliser sa force physique. Bon, si on est, je sais pas quoi, manager dans une banque, bon, a priori, on n'utilise pas beaucoup sa force physique. Par contre, moi, je coach un joueur de rugby. Sa force physique, lui, c'est son talent principal, quoi. C'est son gagne-pain, voilà, exactement. Voilà. Donc, ça se présente comme ça. Donc, la personne qui fait son bilan Interqualia, elle peut réellement savoir quel est son état émotionnel. Dans 98,9% des cas, les personnes le savaient, mais elles ne le disaient pas avec ces mots-là. Mais on valide simplement leur ressenti le plus souvent. J'ai rarement vu des gens qui étaient surpris. Et par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est que la personne voit quoi faire pour soit maintenir ça, soit, par exemple, il y a des gens qui veulent changer, mais ils vont très bien, mais ils veulent changer d'activité. Simplement, on met en évidence le nouveau poste. Est-ce qu'il aura bien ça, ça et ça, cette tâche à faire? Par exemple, faire des recherches, ou par exemple, vendre ses idées. Voilà, etc. Il y a combien d'items à peu près de compétences transversales? 18. Voilà. Il y en a 18 qui ont été extraits d'une typologie qui s'appelle la typologie de Hollande, en fait, qui est une typologie qui permet de mettre en évidence des activités transversales. Voilà. Donc, on utilise cette typologie et on l'associe à est-ce que ça me met en flow, est-ce que ça me met pas en flow. Ça va? Vous voulez réagir, Aurélien?
Oui, non, je voulais réagir, mais en même temps, c'était par rapport à une question que j'ai vue dans les commentaires, qui est de savoir si le bilan il est possible pour des jeunes. Oui, tout à fait. Il est aussi bien possible pour des jeunes, mais il y a des questions quand même de projection qu'il faut bien garder en tête en termes de limites. C'est-à-dire que c'est bien de passer ce type de bilan-là quand on occupe un poste ou qu'on a occupé un poste et de le remettre dans un contexte, puisque c'est la question de challenge à un instant T sur un poste par rapport à son niveau de compétence sur la tâche en question réalisée. Et donc, pour des jeunes, la question d'avoir fait de l'apprentissage, du stage avant peut être très parlant pour la question d'avoir déjà occupé au moins une partie du poste ou des postes qui sont visés dessus. Plus on va être éloigné de cette pratique, et plus il peut y avoir évidemment un écart important avec la réalité derrière. Donc, dans le connais-toi toi-même, le jeune peut être un peu plus léger de ce côté-là parce qu'il n'a pas encore expérimenté. Excuse-moi, Alors, Jacques, hein, c'est je tout à fait réagissais. juste. Non, non, mais Simplement. c'est tout à fait juste ce que tu dis. Moi, mon expérience, c'est que on peut le faire pour des jeunes à partir de 15 ans, et on peut le faire. Il faut que les jeunes soient accompagnés pour la réponse aux questions. Il faut prendre comme contexte l'école. Mais c'est juste un peu touchy, mais on peut y arriver. Alors donc, mes jeunes hommes et jeunes femmes, avant de vous engager dans Parcoursup, vous pouvez faire un bilan interqualière. Voilà, mais pas avant 15 ans. Ça n'a pas beaucoup de sens. Ouais, ça m'amène une question un peu débat. Et pour être honnête, j'ai pas la réponse à ce truc-là, et j'ai plusieurs invités à qui j'ai posé la question qui n'avaient pas la réponse non plus. J'ai envie de la tenter avec vous. Peut-être que vous aurez un Allez. bribe de réponse, et on serait tous gagnants si c'était le cas. Mais vous seriez bien les premiers. Au fond, Je me méfie. tu parlais, Jacques, de leadership. J'aime diriger, en gros. Ouais. J'aime diriger ou je n'aime pas diriger. C'est-à-dire, je suis bon pour diriger ou je suis plutôt dans du transversal, dans du embarqué, mais pas dirigé. C'est pas pareil, pas de contrôle, par exemple. En France, je pense dans le monde occidental, l'évolution est très verticale quand même. Quand tu es bon, soit si tu veux mieux gagner ta vie ou te développer, tu vas vers de l'expertise, soit tu vas vers du management. Ouais. Je pense qu'au moins 2/3 des gens ne veulent pas être experts et n'aiment pas le management. Comment ils font? Ah. Désolé pour cette question pourrie. Non, non, mais elle est pas pourrie du tout, ta question. Elle est vraiment intéressante. En fait, le leadership, alors c'est une question de définition. Le leadership, c'est la qualité de quelqu'un qui emmène d'autres personnes sur une activité, un projet, quelque chose à faire. Et pour moi, c'est ni vertical, ni transversal, ni participatif. C'est tout ça à la fois. Il y a des moments pour emmener une équipe, il faut pousser des coups de gueule. Il y a des moments où il faut sortir la boîte à gifles. Il y a des moments où il faut pousser les gens, leurs compétences. Il faut prendre du temps pour voir les besoins. Alors, si dans une entreprise on peut pas le faire, sans juger négativement, on peut pas le faire. Alors, il faut aller dans une entreprise où ça c'est possible. Parce que selon le type d'entreprise, alors on pourrait dire une typologie d'entreprise, mais je dirais plutôt une sociologie ou une anthropologie d'entreprise. Il y a des entreprises qui permettent ça et les entreprises qui ne permettent pas ça. C'est juste ça. Il y a des entreprises où c'est bienvenu d'être un leader non directif, mais parfois. Et puis, par exemple, ce matin, j'étais dans un centre de recherche. C'est un centre, c'est le joyeux bordel dans ce truc-là. Pourtant, ils font des trucs de très haut niveau et très intéressants. Mais c'est un joyeux bordel. Apparemment, c'est tout carré, etc. Et rien n'est carré. Mais c'est possible d'être des chercheurs extrêmement différents et d'avoir un leadership extrêmement différent dans cette boîte. Et c'est Donc pas c'est ça ma qu'on vous dit, réponse. voilà, et c'est pas ce qu'on vous dit avec Jacques, en tout cas, que il s'agit de partir de votre entreprise si vous y retrouvez pas en soi aujourd'hui. C'est que le mécanisme qu'il y a derrière est pas forcément lié à toute l'entreprise. Vous pouvez avoir des services avec lesquels vous allez pouvoir vous exprimer plus que dans d'autres. Ça peut être des établissements, ça peut être des divisions. C'est à regarder au cas par cas. Et dans tous les cas, c'est de ne pas rester en tout cas en position attentiste, à subir les éléments
et de prendre avant tout le leadership de sa propre vie, à essayer de regarder où est-ce que on s'y retrouve le plus, où est-ce que ça a le plus de sens pour nous, et éventuellement une notion de bien-être avant celle du bonheur, hein, très clairement, c'est de revenir déjà à une notion où est-ce que ça nous plaît, où est-ce que ça a du sens de travailler pour nous. Et ça permet effectivement le bilan, en tout cas, de le faire ressortir beaucoup plus et de montrer les zones d'ombre et d'expliquer, quand on travaille dans les zones d'ombre, le sens que ça a pour les tâches qu'on fait en flow. Ce que tu dis là, et ce que vous dites, ça me renvoie au fond, si on transpose le flow au management, au leadership, qui n'est qu'un petit bout des terres, mais qui est quand même important parce que c'est le seul moyen d'évoluer en entreprise en France aujourd'hui, à moins d'être entrepreneur ou expert. Bien moi, ok, ce que j'en comprends avec vos deux réponses cumulées, c'est qu'il y a plusieurs styles de management, notamment des styles plus participatifs. Donc, quelqu'un qui va se retrouver en flow de embarquer et tout, va plutôt se retrouver dans cet état de flow-là. L'autre va être plutôt dans le contrôle, du coup va aimer plus d'autorité. Et au fond, c'est plutôt une question de mode de management que je suis fait ou non pour être un manager, quoi. C'est exactement. Il y a plusieurs sortes de. Pardon. Voilà. Je t'en prie, Jacques. C'était surtout pour compléter, on va dire, la réponse. La question du développement, il est effectivement structuré de cette manière-là, et ça s'entend. C'est-à-dire que simplement arriver avec des notions d'ancienneté sans valeur ajoutée supplémentaire sur des tâches données, évidemment que l'employeur, ça lui plaît moyennement de devoir payer ça. Et donc, il y a des questions effectivement qui font que naturellement, le niveau de compétence, quand on reste sur le même type de tâche, va augmenter. Et pour rester dans son flow, ça veut dire que le challenge qu'il y a derrière doit être mis en correspondance. Si un directeur administratif et financier, vous lui faites faire uniquement de l'exécution, de la gestion, de la saisie de factures, c'est sûr qu'il y a un moment, il est plus du tout dans son flow. Pourtant, il est bien sur une partie compta finance, mais ça va pas du tout avec le type de tâche parce que il maîtrise parfaitement ça. Il s'ennuie très vite. S'il faut le faire à un instant T en mode pompier, il va le faire. Il n'y a pas de problème. Il sait le faire et il sait le mettre en perspective de sa mission. Et c'est surtout ça que l'on dit derrière. C'est pour ça que je comprends très bien la logique expertise management. Elle vient aussi naturellement. Donc, il n'y a pas de nécessité à aller la chercher. Sauf si on a un changement vraiment de gros contenu dans le poste ou dans le poste attendu. Et auquel cas, là, il y a des évolutions de carrière à réfléchir et des SAS, de la professionnalisation, de la formation notamment, à mettre en place. Voilà. Super. Dans ce que tu dis, il y a un paramètre. Pardon, Jacques. Vas-y. Avant d'oublier ce concept-là, je trouve que c'est vraiment intéressant parce qu'il y a un paramètre en plus dans Interqualia, donc dans le flow, qui est la difficulté, qui est le contre qui je joue au tennis, quel est le niveau auquel j'évolue. Et tu vois, j'ai l'image d'un chef de projet qui, écoute, j'évolue pas parce que en gestion de projet, je suis transversal. Je manage personne, donc je suis pas très bien payé. J'ai pas envie d'aller vers l'expertise non plus. J'ai pas envie de manager des équipes parce que je préfère gérer des projets. Et en fait, ça ouvre la porte de gérer des projets plus complexes, plus ambitieux. Et je trouve ça passionnant. Ouais. C'est pas forcément exactement. C'est pas forcément plus gros en termes de taille, ça peut l'être parce que ça va rajouter de la complexité derrière et donc un challenge un peu plus important, mais c'est de comprendre effectivement cette notion de complexité, de challenge et de renouvellement. Ça peut être un thème qui est un peu différent, voire bien différent, et on peut rester effectivement en gestion de projet, en tant que chef de projet, sans même un titre de directeur ou directrice de projet. Sur ces aspects-là, c'est surtout le contenu du projet qui va faire la différence et qui va amener une évolution à la personne pour lui permettre d'être dans son flow, c'est-à-dire d'être challengé à son niveau de compétence. Merci. Voilà, donc peut-être juste pour boucler, hein, pour une personne, la question à se poser, c'est est-ce que je fais suffisamment d'activités où je suis en flow? Et donc j'ai un équilibre personnel qui va bien. Et la réponse est individuelle, bien sûr. Et pour l'employeur, c'est est-ce que je crée un environnement favorable pour que les personnes soient en flow? Par exemple, je reprends l'exemple de ce matin. Je suis appelé dans une entreprise, un centre de recherche. En fait, il y a 2 ingénieurs qui sont en difficulté relationnelle. Et en fait, on se retrouve 12 autour de la table
C'est-à-dire, il y a les deux qui ont un problème, mais il y en a 10 autour qui sont là pour dire, ils ont un problème et nous, on veut les aider à le résoudre. Et donc, ils manifestent clairement que pour eux, ils veulent créer un environnement pour que ces deux personnes résolvent leurs difficultés relationnelles. Voilà. Voilà, ça sera le mot de la fin. Ouais, est-ce qu'on est au bout là? Oui, on est au bout. Ouais, on est bien. Très loin. Je voudrais juste rajouter un complément très léger sur ce que tu viens de dire, Jacques et Alban. C'est que le bilan Intercalia, il est certes individuel, il a été aussi développé et on l'a déroulé quelques bonnes centaines de fois, juste nous, sans parler des autres consultants qui travaillent sur ce bilan au niveau des équipes. Ça permet aussi de mesurer l'état d'implication, de challenge, de motivation à différents niveaux, de savoir aussi répartir des tâches dans une équipe. Des tâches, ça veut pas dire changer les postes des personnes, hein, ça veut surtout dire que quand, comme dans toute équipe, on a des tâches qui sont relativement en souffrance d'un point de vue de leur traitement, c'est pas forcément d'y aller au chausse-pied sur le salarié qu'il a dans sa fiche de poste, c'est écrit, hein. Oui, c'est écrit, et s'il le fait pas depuis X temps, c'est qu'il peut y avoir un autre souci ailleurs. Donc, cette personne-là, elle est sans aucun doute prête à prendre, on le dit par expérience, hein, d'autres tâches qui ont plus de sens pour elle et où elle a un meilleur niveau de compétence aussi, et puis qu'on redonne ces tâches-là à d'autres personnes. Et donc ça nous permet de mettre en avant un peu plus aussi les potentiels qu'il y a dans l'équipe, pour dire, on peut peut-être aller beaucoup plus vite, solliciter bidule ou machin. Après, il y a des choses qui, même sans le bilan Intercalia, peuvent se passer dans la discussion dans l'équipe. On en revient à cette logique de fond, de regarder où les gens ont du flow, du potentiel inexploité, et de réattribuer des tâches sans nécessairement changer le gros du contenu des postes, ni le titre des postes occupés. Très bien, oui, je suis bien d'accord. Voilà. C'était très riche. On a réussi à tenir à peu près 1 heure. Le défi en général dans chaque épisode, je donne un défi aux auditeurs, mais celui-ci, il va être assez simple et je vais commencer par l'appliquer à moi-même. Ça va être de reprendre contact avec vous, parce que moi ça m'intéresse de faire mon bilan Interqualia. Ça me paraît très pertinent, au moins une fois de temps en temps ou une fois tout court, de mettre des mots, vraiment mettre des mots précis sur comment on fonctionne. Et donc voilà, j'invite ceux qui nous ont écoutés et qui ont pu être intéressés par le sujet, si vous pensez que ça peut être une étape utile de façon collective ou individuelle dans votre parcours, je vais mettre tous les liens vers votre boîte qui s'appelle donc Ressources et Changements. Groupe Ressources et Changements pour le nom complet. Groupe est bien intégré au nom de la société. Donc si vous nous cherchez sur Internet, vous nous trouverez normalement très facilement avec ces deux dénominations-là, Ressources et Changements tout seul, ou le vrai nom, Groupe Ressources et Changements. Super. Et merci pour votre temps, parce que mine de rien, c'est pas rien ce qu'on a fait là, en préparation, en temps d'interview. Donc merci à ceux qui étaient avec nous. Merci Jacques. Merci Aurélien. Merci à toi Alban. Merci beaucoup Alban d'organiser ça avec pertinence, intelligence et bonne humeur. Oh, dis donc. On va rester sur ces belles paroles. Allez, à la prochaine. Merci beaucoup. À la prochaine. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une personne qui pourrait en avoir besoin. Et si vous avez besoin de conseils de carrière pour vous-même ou pour vos collaborateurs, vous pouvez me retrouver sur albanmas.com.